Donc, bienvenue à tous et à toutes. On est sur la dernière ligne droite du congrès, là, les dernières heures, les dernières interventions. Nous avons le plaisir d'accueillir, là, en cette fin d'après-midi, Emmanuelle Bessèze, qui est dirigeante du cabinet Wunjo. Alors, j'ai demandé à Emmanuel ce que voulait dire Wunjo parce que ça m'intriguait. Donc, Wunjo, si j'ai bien compris, c'est l'interprétation d'un symbole viking, en fait, un des symboles des runes, des oracles des Vikings, qui représente le bien vivre ensemble, l'épanouissement personnel et un peu le retour au bonheur, quoi, la résilience. Et c'est bien en accord avec l'état d'esprit de son cabinet et de tout ce qu'elle propose. Alors, elle n'a pas de support PowerPoint, ce qui va favoriser beaucoup l'échange avec vous tous, qui va nous permettre d'être dans une configuration un peu plus légère là, en fin de journée. Et elle va nous expliquer un petit peu comment elle travaille, quel est son concept de qualité de vie au travail, puisque c'est ça le sujet. Et je crois que le sujet, c'est les perspectives d'avenir et de l'innovation de ce sujet parce que c'est un sujet qu'on a entendu beaucoup à travers certaines instances de services déconcentrés de l'État. On a l'ANACT, n'est-ce pas? L'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail qui en parle beaucoup, qui a un site presque construit sur ce concept. Mais on aimerait un petit peu en savoir plus, Emmanuel, sur ta manière de voir les choses. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette introduction et j'ai envie dès à présent de remercier les organisateurs du Congrès international de la RSE puisque c'est la troisième année consécutive qu'on a le bonheur d'intervenir avec Wonjo. Alors en visio cette année, les années précédentes on était en présentiel et c'est toujours un bonheur de pouvoir se connecter à l'écosystème des personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Et c'est toujours des rencontres et des échanges qui sont super intéressants. Donc voilà, c'est un bonheur pour nous d'avoir été invités. Et Anne-Marie, c'est aussi un honneur et quelque part un peu un challenge d'être sollicitée sur le sujet sur lequel vous êtes venu me chercher, les organisateurs et toi, Anne-Marie. Ça va être un sujet qui va être passionnant. En tout cas, moi, je le trouve passionnant et je sais, Anne-Marie, qu'il t'embarque aussi fort autant dans les idées que dans le cœur. C'est un sujet qui est passionnant, celui qu'on va aborder, de regarder la QVT d'aujourd'hui et de se projeter dans les démarches de demain, dans les meilleures façons d'innover. C'est aussi un sujet qui est épineux parce que ce que je vais vous partager, c'est ma vision des choses. C'est empreint évidemment de qui je suis, de ma vision du monde, de la pratique qu'on a dans notre cabinet. Et c'est épineux parce qu'en fait, il y aurait plein de façons différentes d'aller regarder ce sujet. Et moi, je vais aborder, je vais le traiter avec ma façon à moi de le faire. Et je compte sur toi pour régulièrement voilà, venir m'interroger et ramener le débat là où parfois je vais peut-être partir sur des envolées un peu lyriques. Alors, premier point, justement, quelle est ta vision aujourd'hui? Parce que qui peut être un peu différente de nos services déconcentrés de l'État et de tous les organismes qui en parlent officiellement. Mm. Quelle est ta vision de la QVT? Alors, je rappelle, la QVT, c'est la qualité de vie au travail, et les partenaires sociaux ont rajouté le C de conditions de travail, la QVCT. Ouais. Alors, toi, ta vision, c'est quoi? Alors, ce que je vais te proposer, c'est de partager un regard, j'ai envie de dire un peu rétrospectif sur la QVT ces dernières années et voir un petit peu aujourd'hui, en tout cas moi le regard que je porte sur la façon dont elle est pratiquée aujourd'hui. Juste très rapidement sur les dernières années, il y a l'ère Covid qui a profondément accéléré le regard et le soin qu'on porte au sujet de la qualité de la vie des travailleurs et des travailleuses. On a, à mon sens, compris ou mieux compris ou encore mieux touché du doigt depuis cette ère Covid le fait que le travail, c'était bien plus que ce qu'on imaginait. C'était que le travail, finalement, c'est une affaire de vie. Et que si on veut des entreprises vivantes, eh ben, il faut qu'il y ait des humains dedans et des humains qui soient vivants. Et vivants, pas simplement avec des organes qui fonctionnent à peu près, mais des humains qui sont vraiment là au travail, qui sont engagés, qui vibrent pour ce qu'ils font. Et donc, si finalement, quand on parle de RSE, on dit que le cœur de la RSE, c'est prendre soin du vivant, eh bien, en qualité de vie au travail, nous, ce qu'on va dire, c'est que prendre soin des travailleurs et des travailleuses et de la qualité de leur vie, c'est comme si c'était un peu les poumons de la RSE.
Donc cette fameuse qualité de vie au travail, qu'on abrège en QVT et comme tu l'as signalé en QVCT maintenant depuis le dernier accord national interprofessionnel, en fait la QVT c'est devenu une priorité pour de nombreuses entreprises et de nombreuses gouvernances. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le sujet c'est plus est-ce qu'on y va, mais comment on y va. Et de manière, j'ai envie de dire, un petit peu plus muette, des gouvernances qui vont dire, mais finalement, pour quelle bonne raison on y va, pour quelle vraie raison on y va, souhaitant se détacher aussi de ces tendances qu'on peut appeler le pinkwashing, comme il existe le greenwashing. Donc, y aller vraiment, et si on y va vraiment pour quelque chose. Sauf que, entre cette envie sincère de bien faire, toutes les obligations réglementaires, la dynamique très forte qui est portée par la RSE, les attentes sociétales et les nouvelles générations qui poussent très très fort. Et puis la crise économique, les réalités financières, on se rend compte aujourd'hui que la QVT, c'est devenu un sujet extrêmement complexe et qu'en fait, arriver à faire tenir la promesse initiale que la qualité de vie au travail va permettre, grâce à une démarche, de faire tenir au travail sa promesse initiale, qui est de rendre le travail désirable, ben, on peut se demander comment aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et qui fait qu'on n'y arrive pas. Et, bon, et du coup, on en parlera à quoi ça peut ressembler demain. Moi, de ma fenêtre, en tout cas, de ma pratique, et encore une fois, ça n'engage que moi et ça sera intéressant de pouvoir en discuter évidemment avec vous. Euh, je fais trois observations. Si je devais résumer le regard que je porte, je dirais que la QVT, c'est comme si c'était un écosystème, mais qui est mal interconnecté, et que les démarches QVT, elles étaient mal incarnées. La première observation que je fais, c'est que c'est clairement un sujet transversal, la QVT. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme l'eau qui se répand dans les différents services, dans les différentes fonctions. Donc on perçoit bien que c'est un sujet transversal, le sujet il est partout, dans les stratégies RSE, dans les politiques RH, dans les audits QSE, dans les accords sociaux, dans les plans de prévention, dans les démarches de santé mentale, par exemple, dans les chartes managériales. Donc le sujet, il est partout, mais de ce foisonnement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une fragmentation. C'est comme si finalement chaque fonction s'emparait du sujet de la QVT avec sa propre lecture, comme si chacun finalement tirait sa corde du bien, avec, allez, si je prends des exemples concrets, les RH qui vont voir dans la QVT un levier d'attractivité, un moyen de fidélisation. Côté communication, les responsables com qui vont estimer que la QVT, ça peut être un Eldorado pour enfin avoir une information fluide à l'intérieur des organisations, qui vont être génératrices de cohésion sociale. Les responsables com, souvent, ils nous parlent aussi d'une QVT qui serait un appui puissant pour la marque employeur. Les QSE, qu'on a de plus en plus comme interlocuteurs, eux, ils vont voir la QVT plutôt comme un prolongement du S, de santé, sécurité, environnement. Les managers, eux, ils vont nous parler de QVT pour agir comme un levier sur la performance, sur la motivation, sur l'engagement. Qu'est-ce qu'on a comme autre plaque tectonique? Le dialogue social. Donc les IRP vont défendre la QVT comme un droit et finalement vont en profiter pour redonner de la profondeur, de la densité à un dialogue social qui s'est complètement égrené ces dernières années. Les dirigeants, eux, ils vont percevoir la QVT comme une solution à un risque d'image ou à des conflits qu'ils n'arrivent plus à circonscrire ou même à comprendre. Et pour en finir avec les responsables RSE, ben, ils vont revendiquer le pilier des conditions de travail et des ODD bien pertinents et ils vont venir injecter finalement la QVT dans le volet social. Donc en fait, C'est la tour de Babel alors? c'est en fait le résultat, j'espère que j'arrive à vous le transmettre, c'est que vraiment le résultat, c'est comme si on avait une mosaïque d'initiatives qui sont souvent sincères, mais qui sont peu reliées entre elles. C'est comme si la QVT devenait finalement un patchwork de bonnes intentions, sauf que ce qui va nous manquer dans tout ça, c'est un système cohérent. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on observe.
La deuxième sur laquelle j'avais envie de partager, c'était au-delà de ces plaques tectoniques. Moi, j'ai le sentiment, et c'est ce qu'on partage avec mon équipe de consultants, et c'est l'un des fondements en fait de nous, notre vision des choses chez Wunjo et de nos pratiques, c'est que le système QVT mériterait d'être davantage relié sur trois niveaux qui aujourd'hui sont assez mal reliés. C'est le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau organisationnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans la façon dont on vit le travail, dont on fait le travail, il y a trois plans qui coexistent, qui est le plan de l'individu, hein, vraiment, voilà, l'homme, la femme qui œuvre chaque jour. Et donc lui, sa qualité de vie au travail, c'est son bien-être, c'est sa recette extrêmement personnelle, ses besoins de travailler avec de la sécurité, de prendre du plaisir, de se sentir inclus dans son environnement de travail, sa capacité à pouvoir agir et le fait qu'il puisse trouver du sens dans son travail. Toute cette recette-là, c'est vraiment le niveau individuel. Donc on va voir des initiatives de QVT qui vont être très centrées sur les individus, puis ensuite des initiatives qui vont être centrées sur du collectif, et donc pas de lien entre les deux. Quand c'est centré sur le collectif, on va plutôt toucher les sujets de relations, de coopération, de confiance, de culture d'entreprise. Et puis, il y a un troisième volet qui va être un volet plus organisationnel, où là, on va plutôt avoir des démarches QVT qui vont adresser des questions de gouvernance, de ressources, de structuration, de règles, de conformité. Et en fait, à mon sens, ces trois niveaux-là, ils ne parlent pas assez. Ils ne se parlent pas assez. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Par exemple, on va former des managers, mais on va pas repenser les modèles d'évaluation. On va faire des ateliers bien-être, mais on va pas questionner le sujet de la charge de travail. Ou alors, on va lancer un grand projet de rénovation de système d'information et on va changer des outils. Mais en fait, on a oublié qu'au départ, il y avait une défiance dans l'organisation ou dans la ligne managériale. Et donc, en fait, chacun va agir dans sa sphère et la QVT va se perdre un petit peu dans les interstices de ces différents niveaux. Et donc, on est quand même très, très loin d'un ancrage dans la stratégie. C'est un peu comme si la QVT, c'était trois étages d'une maison, mais qu'il n'y avait pas d'escalier entre les trois étages, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, au final, ce qui est fou, c'est tu me le disais, Anne-Marie, quand on a préparé ce webinaire, en fait, on n'a jamais autant parlé de QVT et les scores, les niveaux de bien-être au travail n'ont jamais été aussi faibles. On n'a jamais autant parlé de burn-out et on n'a jamais eu autant de burn-out. Le sujet, c'est pas d'en parler. Le sujet, c'est pas de vouloir faire de la QVT, mais c'est de le faire bien, de le faire avec une bonne intention, de le faire dans une logique de cohérence et d'interconnexion cohérente entre les différentes fonctions de l'organisation qui sont toutes à la fois actrices et bénéficiaires de la qualité de vie au travail et sur les trois plans. C'est d'arrêter d'être dans des actions purement symboliques et aller vraiment sur des leviers qui seraient organisationnels, structurels et fondateurs pour l'expérience du travail. C'est avoir des discours bienveillants, certes, mais à côté, avoir des vrais espaces d'écoute sincère où le care et le prendre soin, c'est pas que des mots, c'est vraiment des actes et c'est vraiment du temps accordé pour ça. C'est arrêter de faire des diagnostics qui font papa-maman avec des rapports de 80 pages, avec des graphiques illisibles et incompréhensibles, surtout qui sont sans suite, qui sont sans retour concret, qui sont bien plus déceptifs au final que si on n'avait rien fait. Et c'est finalement avoir des indicateurs dans tous les sens et où on en a oublié la chair même, la colonne vertébrale même de la qualité de vie au travail, c'est qu'on parle d'une vie de qualité pour des travailleurs, donc pour des humains, et en se rappelant bien qu'il ne peut pas y avoir de bonne qualité de vie au travail s'il n'y a pas de bon travail, c'est-à-dire que la qualité du travail, c'est essentiel en qualité de vie au travail. On ne peut pas se réaliser dans son job, on ne peut pas avoir envie de s'engager, de s'épanouir, d'être proactif si à la base on n'a pas les moyens de faire un travail de qualité et de se reconnaître dans ce qu'on fait. Donc Mais voilà. alors, là, je comprends, Emmanuel, que tu as décrit un peu la fragmentation de cette condition du travailleur ou de la travailleuse. C'est marrant parce on le vit aussi dans la fresque, dans les fresques
du climat, on le vit dans le reporting extra-financier, il faut que les financiers parlent aux non-financiers. Finalement, il faut que tout le monde parle à tout le monde, mais quelle est ta méthode pour finalement rassembler tout ça? Qu'est-ce que tu as imaginé? Je crois que tu as imaginé quelque chose d'un peu innovant déjà dans le terme, qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres formes, mais Mm. comment tu as pu imaginer régler ce problème de communication transverse? Bon, alors avec énormément de prétention, on a inventé un truc qui est assez génial qui s'appelle la fresque de la QVT, qui est une petite sœur hein, de la fresque de la RSE, qui elle-même est déjà une petite sœur de la fresque du climat. Je ne vais pas vous faire l'apologie de nos offres et de nos produits aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de la philosophie et de ce qui sous-tend en fait nous, nos interventions et ce qu'on croit être juste dans le sens bon pour l'humain au travail et que je vais oser appeler, et je crois que c'est la première fois que j'ose vraiment le dire, la QVT régénérative, en fait, Anne-Marie. Hmm. Alors, ce terme-là, va falloir que tu nous le vendes parce que associé à la QVT et au RH, parce que jusqu'à présent, il a été utilisé dans le monde environnement, Mm, dans le mm. monde environnemental. On parle de l'entreprise régénérative. Alors, qu'est-ce qu'aurait la QVT de si étonnant et de si singulier pour qu'on lui associe aussi ce terme? Euh, Tu vois, le constat que je dressais tout à l'heure, que j'ai essayé de vous partager, pour moi, c'est le constat d'une QVT qui est plus finalement déclarative, avec des intentions, mais qui n'est pas encore suffisamment incarnée, donc qui génère pas suffisamment les transformations qu'on attend. Et donc, pour moi, dans l'avenir et dans une vision de QVT régénérative, l'idée, c'est de corriger le tir de ces pratiques aujourd'hui qui sont, j'ai envie de dire, déviantes, mais en tout cas qui n'ont pas l'impact attendu, et d'innover autrement. Et donc, d'innover avant tout en reconnectant les fameuses sphères qui sont mal interconnectées à ce jour. Moi, il y a un mot que j'aime profondément en qualité de vie au travail, qu'on utilise depuis toujours, nous, chez Wonjo, qui est en fait une conjonction de coordination. Ça tient en deux lettres, c'est E. E-T. Pour moi, une QVT efficiente, impactante et donc régénérative, j'y viendrai après, c'est avant tout une QVT qui va faire des ponts, qui va pratiquer du et. Alors, du et entre quoi et quoi? Déjà, du et entre du stratégique et de l'opérationnel. C'est-à-dire que demain, si on veut avoir des démarches QVT qui tiennent leurs promesses, il va falloir que la QVT, elle soit inscrite au plus haut dans la gouvernance et pas comme un dispositif de soins qui serait un peu périphérique. Ça veut dire aussi que dans les plans d'action, il faudrait qu'on adresse à la fois les vrais enjeux profonds des organisations et en même temps se soucier des petits soucis du quotidien qui sont des cailloux dans la chaussure et qui empêchent d'avancer concrètement dans notre capacité à bien faire notre travail et à bien le vivre. Donc déjà, Tu permets qu'on prenne un exemple? Par exemple, moi qui ai travaillé dans les EHPAD, tu le sais, ouais. dans ce domaine, prenons un exemple des EHPAD où on sait qu'il y a déjà des tensions bah, dans tout le milieu médical hein, et médico-social, il y a des grosses tensions d'organisation et Hmm. de sous-effectifs et d'absentéisme inopiné. Donc ça, c'est vraiment les contraintes du terrain de base. Les gens, ils sont terre à terre dans ces approches-là. Ils disent, bah, j'ai pas le bon planning, ou quand je remplace quelqu'un, c'est au dernier moment, Hmm. je suis pas bien, on me demande d'aller vite, j'ai pas le temps de prendre l'information pendant la réunion de transmission de ma collègue, euh, je, je vais trop vite, je respecte pas le résident, Hmm. j'ai pas le temps. Comment tu fais avec tout ça? Parce que est-ce que c'est pas un peu trop philosophique de remonter plus haut alors que au quotidien, on a ces emmerdes finalement. Comment on Pour fait? moi, tu vois, il y a pas de ou. L'idée, c'est d'être dans du et. Si à la base on manque d'effectifs, c'est parce que le travail n'est pas désirable. C'est parce que la façon dont on l'exerce ne donne pas envie aux gens de l'exercer. C'est parfois, je connais un petit peu le monde des EHPAD, il y a des EHPAD qui n'ont absolument aucune difficulté pour recruter. Ce qui veut dire que, on ne peut pas dire le travail en EHPAD, c'est comme ci ou c'est comme ça de manière générale. Il y a des EHPAD dans lesquels, j'en ai en tête un en particulier, dans lequel les candidatures pleuvent.
Donc, ce qui veut dire que le problème du quotidien d'une collaboratrice qui va être en difficulté pour bien faire son travail, qui va en finir même par réussir à ne plus bien traiter le patient alors que ça correspond au sens de son travail, en fait, elle ne va pas se reconnaître dans son travail parce qu'elle n'a pas les moyens de bien le faire. Et si elle n'a pas les moyens de bien le faire, c'est parce que c'est haut, c'est plus haut, c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau de l'image du travail, c'est au niveau de l'expérience collaborateur proposée par la direction. C'est une question d'image de l'EHPAD, c'est une question d'histoire, c'est une question de culture. Tu vois, c'est là où, pour moi, ça remonte sur du stratégique. Les bobos du quotidien, qui sont parfois sont des bobos gigantesques, qui blessent profondément l'âme des travailleurs et des travailleuses, ne sortent pas de nulle part et ont des causes qui sont toujours, qui viennent de plus haut ou de plus profond, hein, on le voit comme on veut. Mais en tout cas, il y a une interconnexion entre les deux. Et si demain on règle le problème d'avoir suffisamment je ne sais pas quel matériel, par exemple, dans une clinique, mais que chaque jour, coopérer avec tel professionnel de santé, c'est un enfer, parce qu'il n'y a pas dans l'état d'esprit, dans la culture managériale, un respect profond, quel que soit le grade que tu occupes, c'est pas parce que tu auras le matériel pour travailler que tu vas te réaliser dans ton job. Il y a toujours une interconnexion entre le stratégique et l'opérationnel. Et pour en revenir à ce que je disais, je pense il faut vraiment demain que les gouvernances, elles inscrivent la prise en compte de l'humain, du vivant, la dignité de l'être humain dans leur culture d'entreprise, dans leur pratique opérationnelle. C'est toujours une traduction opérationnelle. Je pense à un autre pont. Tu vois, Anne-Marie, tu parlais de quelqu'un qui va pas, par exemple, pas avoir le temps ou pas avoir les effectifs. Cette personne-là, elle fait partie d'un système, elle fait partie d'une équipe de travail. Et ce que j'espère demain qu'on pourra faire vivre aux travailleurs, c'est d'écouter véritablement le vécu individuel de chaque collaborateur, de chaque collaboratrice, et adapter ce qui peut l'être à l'échelle du travailleur, tout en adressant des sujets convergents à l'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un pont, un deuxième pont pour moi qu'il faut institutionnaliser, qui est de faire du et entre de l'individuel et du collectif. On reproche souvent la tendance d'avoir des démarches QVT qui ne sont que collectives, qui correspondent à tout le monde et au final qui correspondent à personne. Et on va reprocher dans le même moment au management de devenir dans certaines organisations un management trop individualisé et qui donc du coup va créer des silos et va nuire à une cohésion d'équipe ou à un état d'esprit collectif. Je crois encore une fois que l'avenir juste et l'impact, il est dans du et, dans un pont où à la fois on prendrait soin de la singularité des recettes QVT personnelles, où on pourrait ajuster autant que possible nos postures les uns aux autres, le travail à des besoins essentiels sans lesquels les travailleurs ne se reconnaissent pas dans leur travail, et d'un autre côté, manager des groupes qui vont avoir des besoins convergents et qui vont être alignés justement avec les valeurs d'une organisation. Je pense que c'est important qu'il y ait des ponts entre le stratégique et l'opérationnel, entre l'individuel et le collectif. Et puis, pour être congruent, il va falloir à un moment donné aussi qu'il y ait des ponts, pour pas dire des cohérences ou de la congruence entre le discours et l'expérience. Parce que on le voit aujourd'hui, quand on est contacté par des boîtes qui affichent des chartes éthiques, qui ont des super rapports RSE qui font papa-maman. Et quand on est au milieu des équipes et quand on écoute des individus dans leur singularité, on entend des choses qui sont juste inhumaines, qui sont inimaginables. Et je ne parle pas forcément que de manager, je vais parler aussi de manager ou de dirigeant. Donc, il y a à un moment donné aussi un espèce de bon sens et un espèce de réveil citoyen, sociétal, je ne sais pas, une autorisation à dire, mais quand est-ce qu'on va arrêter de mentir? Et quand est-ce qu'on va arrêter de dire des choses qu'on ne fait pas? Quand est-ce qu'on va marcher notre parole? Arrêtons de projeter qui on veut être, disons qui on est vraiment, et peut-être qu'on attirera du coup des candidats qui nous ressemblent plus. Peut-être qu'on aura une vie dans le quotidien qui sera jamais parfaite et jamais évidente, parce que c'est normal, on est des êtres humains, mais au moins on n'aura pas survendu la mariée avant que les gens y viennent. Donc moi, je crois profondément que l'innovation en QVT pour demain, oui, ça peut être des outils, des démarches avec des nouvelles méthodos, etc., etc. D'accord, mais avant tout, le sujet, c'est de changer de regard. C'est-à-dire arrêter d'être sur une QVT projet,
avec plan d'action à piloter, etc. C'est bien, mais ça, c'est dans la matière. Mais qu'en fait, la QVT, ça soit une culture partagée. C'est-à-dire que ça transpire. Alors oui, ça peut paraître très, je sais pas moi, philosophique ou envolé lyrique, ce que je dis, mais je crois que c'est l'appel citoyen de tous les travailleurs et toutes les travailleuses qu'on rencontre. C'est chaque minute, oui, chaque minute, je dépense des minutes précieuses de ma vie à aller travailler. Mais ce qui est bizarre, tu vois, Emmanuel, ça me fait penser que dans le discours politique, bah, des négociations sociales qu'on voit, les négociations paritaires, tout le débat du dialogue social, Mm. ces choses-là n'apparaissent pas toujours. C'est-à-dire qu'on parle de conditions de travail de base avec les salaires, les plannings, la durée du travail, les congés payés, le droit, les devoirs de chacun, la santé-sécurité, c'est déjà pas mal. Hein, Mm. mais c'est déjà une marche incroyable. Dans certains CSE, on aborde aussi l'environnement maintenant. On aborde aussi la posture de l'entreprise face à son impact environnemental. Ça devient une obligation. Alors, on dirait que tout devient une obligation petit à petit, ça s'empile, mais tu donnes l'impression qu'on n'a pas parlé de l'essentiel. En fait, c'est ça, ça s'empile et on n'a pas parlé de l'essentiel. C'est un très bon résumé, Anne-Marie. Tu vois, tu parles des partenaires sociaux, tu parles du gouvernement. Ça me fait penser à la cartographie des parties prenantes, tu vois, en RSE. On a l'équivalent, nous, en QVT, quand on va finalement arriver à faire entendre que la QVT, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous. C'est autant une affaire de direction qu'une affaire de management, qu'une affaire d'instance représentative du personnel, qu'une question des collaborateurs et des collaboratrices, quels qu'ils soient, quand ils viennent d'arriver, qu'ils soient là depuis toujours, quel que soit leur service. C'est l'affaire des partenaires, c'est l'affaire des clients. Si tous les jours, mon boulot, c'est d'être au service client et d'être au service réclamation, je peux vous jurer que la principale partie prenante qui a un impact sur mon expérience du travail, c'est les clients. C'est pas mon manager, c'est pas ma collègue et c'est même pas mon accord télétravail ou mes tickets resto. Euh, en fait, il y a une interdépendance, une interconnexion et des liens d'influence de la part de tout le monde. Et la contrepartie géniale de ça, c'est que du coup, tout le monde peut avoir une part de responsabilité dans ce qui se passe et donc peut être acteur ou actrice de ce qui se passe. Sauf que ça, Anne-Marie, ça demande un énorme réveil citoyen. Le jour où les managers seront éduqués et auront entendu et auront admis et arriveront à porter la parole qu'ils ne sont pas responsables comment je peux dire, de l'humeur de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices, ça leur fera un bien fou. Le jour où le petit dirigeant de TPE, PME, il entendra que les non-qualités qui sont produites dans son entreprise ne reposent pas toutes sur son épaule, le jour où chacun aura remis en fait sa propre église au milieu du village et pris sa part de la responsabilité, alors ça ira mieux. Maintenant, on est tous interconnectés, on est tous interdépendants, donc on peut à la fois, évidemment, avoir une expérience du travail qui est influencée positivement ou négativement par notre environnement, et on peut aussi avoir du pouvoir d'agir et contribuer à faire changer les choses. Je vais prendre un exemple concret, une dame dans une équipe de 25 personnes, où il y a un manager qui n'écoute rien, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est un bureaucrate autoritaire. Il a 20 nanas dans son équipe. Un jour, il y a une femme qui ose, qui juste ose dire, en fait, le projet que vous venez de nous partager, de nous partager, moi personnellement, je n'y adhère pas. Et il aura fallu qu'il y ait cette femme qui ait ce courage de porter sa parole pour créer un effet de corps. C'est pas pour attaquer les managers que je donne cet exemple, c'est juste pour dire que n'importe qui, en fait, a le pouvoir de faire changer les choses. C'est l'effet, c'est le colibri, c'est l'effet papillon. Mais du coup, si on prend deux exemples concrets, parle-nous d'un cas où une entreprise aurait appliqué tes principes et d'un cas où elle les aurait pas appliqués. Ça donne quoi? Illustre-nous. Ouais, ok. Alors, tu m'avais pas préparé à ça, mais du coup, je vais y aller avec la Ouais, là, spontanéité. ça me vient à l'esprit parce Ouais, que c'est cool. Cool. tu suscites notre curiosité.
Ok, au moins la tienne, c'est déjà pas mal. Tu me diras s'il y a des réactions dans le chat. Après, oui, on va peut-être demander à toutes les personnes aussi de réagir Bien et sûr. de poser leurs questions et éventuellement de prendre la parole si elles le souhaitent. Parce que là, c'est assez libre. Voilà. Oui. Euh, alors, je vais faire une toute petite aparté avant de commencer. On a, dans les fameux et que j'imagine qu'il serait bon qu'on mette en place, une vision encore aujourd'hui d'une QVT qui est là qu'on met en place pour réparer. C'est-à-dire pour s'occuper des risques professionnels, pour apaiser des tensions, pour réparer, par exemple, du désengagement. Donc, c'est absolument nécessaire. On rappellera que les RPS, ça fait partie de la QVT, bien sûr, mais c'est insuffisant parce qu'en fait, il y a un pont à faire entre le curatif et le préventif. Et arriver à développer une approche qui n'est pas du tout française, qui n'est pas du tout culturelle dans notre état d'esprit, mais qui est d'aller regarder ce qui va bien, cultiver ce qui fait sens chaque jour, ce qui nourrit l'engagement, ce qui donne envie aux gens d'être proactifs, d'avoir le sourire, de faire avancer la boîte. En fait, tout ce qui va venir renforcer le vivant. En fait, c'est ça que moi je vais appeler la QVT régénérative. C'est tout ce qui va soutenir la vitalité du collectif. Et donc, un exemple que je peux donner, c'est quand on anime des fresques de la QVT, on a tout un propos conférence dans un premier temps pour faire partager des éléments de culture communs. Tout le monde réalise un autodiagnostic de QVT personnel, on appuie sur un bouton, on génère un baromètre collectif. Et à partir de cette photo collective, on va faire travailler les équipes à identifier leurs enjeux. Et de manière assez disruptive, et pourtant qui nous semble être du bon sens, on va faire travailler les équipes sur trois enjeux majeurs qu'ils vont choisir de manière complètement libre. Ils vont choisir un enjeu rouge, donc c'est un enjeu pathogène, c'est-à-dire quelque chose qui aujourd'hui fait mal au travail et qu'il faut absolument régler. Un enjeu orange qui est quelque chose qui clignote, qui doit aiguiser notre vigilance, il faut y faire attention pour que ça ne bascule pas du côté obscur de la force. Et on va les faire travailler sur un enjeu vert. Et l'enjeu vert, on a des billes comme ça, parce que les équipes disent, mais ok, donc là, on est en train de dire que ce qui fait sens pour nous et ce qui nourrit notre belle qualité d'expérience collaborateur, c'est le fait qu'on s'entende très bien, qu'il y ait une très belle cohésion entre nous. Et là, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on va aller en atelier et qu'on va se demander comment ça se fait que ça va bien entre nous et comment on a réussi à faire en sorte que ça se passe bien et que ça dure dans le temps et ça leur paraît complètement étrange. Et il y a une boîte qui a organisé un arbre de Noël. Et il y avait donc les enfants d'un côté avec le Père Noël en train de récupérer les cadeaux en mode animation. Puis de l'autre côté, les parents qui étaient en train de boire un petit coup de vin chaud. Et puis une maman va prendre en photo les enfants à l'arbre de Noël. Et il y a une autre maman qui arrive et qui dit, dis donc, tu pourras m'envoyer les photos, s'il te plaît? Et le patron est là. Et le patron observe la scène et il constate que cette femme, l'épouse donc d'un collaborateur, c'est une boîte où il y a quasiment que des hommes, elle a en fait le 06 de l'épouse d'un collègue. Et le patron, quand il me raconte ça, il me dit, tu vois, à la fresque, quand on a travaillé sur tout ce qui faisait sens pour nous, à être bien ensemble, ce qui permettait de nourrir la cohésion, on avait identifié que c'était important qu'on puisse passer des moments en dehors du travail et que nos relations s'étendent à une sphère familiale. Et ça paraissait tellement évident, bah voilà, on l'a fait remonter comme étant un ingrédient en fait pour nous qui nous permet de nous sentir aussi chez nous dans cette entreprise et finalement d'y vivre bien plus qu'une relation strictement professionnelle. Et là, ce patron, quand il raconte ça, en fait, il est extrêmement fier de constater dans les faits euh, que cette intimité, que cette proximité, elle est réelle et elle prend la forme d'un numéro de téléphone qu'on connaît de la femme d'un collègue. Donc voilà, ça peut paraître peut-être anecdotique pour les gens qui m'écoutent, mais en fait, ça peut vouloir dire beaucoup, sans faire de jeu de mots, pour d'autres. Et on a très rarement l'habitude, quand on met en place des démarches QVT, de lister aussi ce qui va bien et de maintenir ce qui va bien, de le cultiver. J'en veux pour preuve, si je prends un exemple contraire, toujours sur ce sujet de la cohésion,
une très très grande entreprise française et européenne, qui est en train de voir ses scores de QVT s'effondrer et ses indicateurs de RPS augmenter parce qu'il a coupé, cette boîte-là, elle a coupé du jour au lendemain le budget team building. Donc, je suis la première à dire que les team building où on gesticule, on fait semblant de s'aimer et on fait des escape games et on picole, c'est pas ce qui va contribuer à améliorer la qualité du travail réel et qui parfois n'adresse pas les vrais sujets. Sauf que quand on sait qu'une équipe qui est par exemple dans l'adversité, et malheureusement, c'est beaucoup le cas en ce moment quand même. La façon dont les liens sont soudés, l'entente, le fait de pouvoir partager des choses différentes que le travail ensemble, c'est absolument fondateur pour la réussite et c'est un vecteur de durabilité. Cette boîte qui a coupé du jour au lendemain les séminaires de cohésion, ben, en fait, elle s'est tirée une énorme balle dans le pied. Et je crois qu'il n'y a aucune démarche QVT qui proposerait de renouveler l'accord télétravail, de repeindre la couleur de la salle de réunion, qui ne pourra compenser cette perte de lien social qui faisait leur réussite. Mais alors, dis-moi, effectivement, comment tu as livré des exemples assez précis. Mm. Comment, avec la perte de sens qu'on a dans notre société aujourd'hui, dans toutes ces strates, on va pas plutôt être dans le style je me méfie de tout ça, effectivement, de tout ce folklore QVT. Le problème, c'est que c'est devenu un folklore, quoi. Les baby-foot entre midi et deux, les séances de massage, Mm. euh, l'arrivée de quelqu'un qui te propose un oreiller pour mieux dormir, ou un coussin pour mieux t'asseoir. Voilà, comment on va pas éviter d'être blasé par tout ça, effectivement. Alors, je suis la première à me moquer de cette image d'Épinal de la QVT, baby-foot, panier fruits bio, etc., ou les exemples que tu donnes. Euh, mais j'ai un peu révisé ma cutie par rapport à ça. Et en fait, d'abord, ça fait pas de mal, tu vois. Avoir un coussin sous les fesses, ou un baby-foot si on kiffe de s'énerver entre midi et deux, ou effectivement, si grâce au panier de fruits bio, pour la première fois de ma vie, j'ai mangé un ananas qui avait du goût, bon, bah, ma foi, moi, j'ai envie de dire, ça fait de mal à personne. Donc, ce qu'il faut pas, c'est que ces démarches périphériques, on leur colle la mission d'aller régler les problèmes du travail réel. Tu vois, c'est là où il y a un peu de salle, deux ambiances. Bon. Pour répondre à ta question, je pense que si on veut ce fameux, cette QVT régénérative, si on veut tendre vers ça, vers cette écologie du travail, si je peux me permettre de parler comme ça, je pense qu'il y a quand même cette échelle individuelle qui est hyper importante et qui correspond à un besoin aujourd'hui dans notre société, qui correspond à un appel du cœur des citoyens. C'est une forme d'écologie personnelle et à un moment donné, d'oser dire qu'on est tous différents, qu'on a des besoins différents, qu'on ne vit pas les choses de la même manière et qu'on est les principaux responsables de ce qu'on vit, de la façon dont on prend les choses. On n'est pas responsable forcément de ce qui nous arrive, mais par contre, on a un pouvoir insoupçonné de changer notre représentation, notre vision des choses. Et il n'y a personne qui peut décider, il n'y a personne d'autre que nous qui peut décider de se coucher à 21 heures au moment où on a le sommeil qui arrive plutôt que de se coucher à minuit et demi après avoir passé sa soirée sur TikTok. Enfin, donc à un moment donné, il faut aussi remettre les choses à leur place. Et je crois qu'il y a une forme d'éducation populaire et une écologie du soi qui doit se développer, qui est très alignée avec un peu voilà, tout ce qu'on entend, les trucs un peu new wave, développement perso, gestion des émotions, gestion du stress, prendre soin de son équilibre. En fait, c'est juste qu'on est en train de dire que les organisations, dans le cadre des démarches QVT, sont en train de suppléer des carences d'éducation de l'école et de l'environnement familial. Donc déjà, je pense qu'à la base, il y a quand même cet échelon individuel, cette écologie du soi à laquelle il va falloir donner de l'attention. Mais c'est à chacun hein, de donner cette attention-là. Puis après, bah, il va y avoir l'échelon du collectif, tu me vois venir, tu vois, avec euh, prendre enfin soin des systèmes que sont les équipes. Franchement, alors il y a sans doute un biais cognitif parce que forcément, nous, quand on nous appelle, c'est pas quand tout va bien. On voit des équipes qui sont totalement dysfonctionnantes ou des équipes qui auraient absolument tout pour bien fonctionner, mais où on a des conflits relationnels, des guéguerres de pouvoir, hein, des pertes de confiance, des difficultés à coopérer, parce qu'il y a un manque de transparence, de sincérité, de communication.
parce qu'à la base, on embarque dans le monde du travail comme dans la vie en général, mais alors là, c'est encore pire, hein, avec le lien de subordination, des espèces de réflexes, de modes relationnels basés sur les rapports de pouvoir, parce que c'est notre société qui est construite comme ça. Et donc, je crois qu'au niveau du collectif, il y a cette expérience absolument géniale que propose le travail, qui est d'apprendre à se connaître et à se rencontrer dans un espace collectif, comprendre comment fonctionne l'autre, comment fonctionne une relation, et faire l'expérience ensemble, d'aller se regarder de manière honnête et de voir en quoi on est pathogène ou en quoi on est salutogène pour le collectif. Mais ça demande un niveau de maturité, je suis presque utopiste. Et en même temps, je dis ça, et nous sur le terrain, c'est ce qu'on fait quand on accompagne des équipes. Alors ça fait pas toujours du bien, hein, Anne-Marie, clairement. Il y a des managers qui disent, purée, avant que vous arriviez, c'était quand même vachement plus... c'était mieux, c'était plus calme, les gens, ils avaient l'air d'être bien. C'est pas nous qui avons aggravé la situation. C'est juste qu'à un moment donné, il y avait des choses qui étaient tues, qui étaient dans le déni, qui étaient cachées, qui étaient feintes, qui étaient Mm. fausses. Et en fait, parce qu'on ouvre la parole et parce qu'on donne la possibilité à chacun d'être lui-même et qu'on regarde avec beaucoup d'honnêteté, avec des lunettes propres, la façon dont le collectif fonctionne, on se rend compte qu'en fait, il y avait des rouages qui étaient dissimulés et qui étaient des rouages qui faisaient du mal. Donc, il y a cette nécessité aussi de passer par des étapes qui demandent un courage dingue. C'est d'arrêter de passer par-dessus le petit truc qui se passe dans l'équipe et auquel on a remarqué que c'était arrivé. Mais on fait comme si ça n'était pas arrivé parce que c'est quand même vachement plus simple de faire semblant, de faire comme si ça n'était pas arrivé. C'est comme rouler au bord de la route et puis il y a quelqu'un qui est sur le côté et qui a l'air d'être en galère avec sa voiture et puis vous gardez votre volant tout droit et puis vous faites en sorte que la pauvre jeune fille sur le bord de la route, elle n'ait pas vu que vous l'aviez vue, quoi. C'est assez facile de faire ça. Je pense que demain, dans une société solidaire et dans des entreprises responsables avec des humains responsables, on ne pourra plus fonctionner comme ça. Puis après, il y a le niveau de l'organisation. On est là à un congrès de la RSE. On est là pour parler d'organisations qui tendent vers des nouvelles formes de gouvernance, où le vivant va être au centre, où on va se déconnecter de pures intentions de profit au service de petits groupes. Je crois que profondément la QVT de demain, il faudra aussi qu'elle puisse s'appuyer sur des transformations au niveau des organisations, et notamment en quoi on croit nous beaucoup chez Wonjo, c'est dans de la gouvernance partagée, dans des nouvelles façons de distribuer le pouvoir, dans des nouvelles façons de distribuer aussi, de partager la valeur, pour que les relations soient plus justes et plus équilibrées et même au-delà des relations, pour qu'il y ait une énergie de l'entreprendre et de l'entre-don qui soit plus équilibrée et que plus aucun travailleur ne parte en se disant qu'il mérite quelque chose ou qu'on lui doit quelque chose, qu'il n'y ait aucun patron qui puisse aussi se dire, mais mon Dieu, avec tout ce que je fais pour eux, comment peuvent-ils se permettre encore de ne pas être contents? J'ai l'impression de donner de la confiture à des cochons. On entend ça tous les jours de la part de dirigeants. Euh, il y a un truc à repenser qui est central, qui est fondateur, qui est lié à la raison d'être. C'est le projet d'entreprise, en fait. Effectivement, on avait dit la base de la RSE, de la démarche qui démarre par vision, valeur, raison d'être, effectivement, c'est fondamental. Mais ça veut dire que tout le monde devrait faire de la RSE pour refaire de la QVT, en fait. Alors, je pense que c'est une excellente porte d'entrée Mm. de faire d'arriver sur le sujet des internalités sociales. Donc nous, chez Wonjo, on appelle ça les internalités sociales. D'arriver au sujet de finalement comment je peux prendre soin de cette partie prenante que ce qu'est mon personnel et y rentrer par l'angle de la RSE. J'ai pas suffisamment de recul, pour être honnête, pour dire c'est mieux ou c'est moins bien que de rentrer par une porte qui est celle des RH ou du dialogue social. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on est intégré dans les démarches RSE et qu'on a comme interlocuteur un responsable RSE, on a en fait dès le départ le sujet central de la gouvernance, de la raison d'être, de la culture. Et donc, les écarts entre les valeurs affichées et les valeurs vécues, déjà, c'est un sujet qui est déjà traité. Les manques de loyauté dans les pratiques, le respect du droit, ne serait-ce que ça, du droit social, la question des conditions de travail et les obligations légales aussi, c'est des choses qui sont déjà traitées.
Et donc, on peut avoir des démarches qui vont avoir plus de corps parce qu'elles vont être immédiatement stratégiques. Je crois qu'on partage, Anne-Marie, une vision sur la RSE qui est que stratégie d'entreprise et stratégie RSE, en fait, c'est la même chose. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête de dissocier les deux. Euh, écrire sa stratégie d'entreprise, c'est viser une performance globale. Et dans cette performance globale, ça serait utopique de penser qu'on peut être performant sur tous les niveaux en maltraitant les humains, en dénigrant ce que j'entends régulièrement appeler comme le PFH, donc le putain de facteur humain. Euh, à un moment donné, on ne peut pas faire sans le capital humain, et encore heureux. Et je crois même profondément, mais là c'est vraiment Emmanuel qui parle, que les démarches RSE, elles sont faites pour préserver la vie humaine sur Terre. Je pense que c'est à peu près la seule chose qui nous intéresse bien au final. Tu n'as pas peur de l'IA qui revient sans arrêt dans nos peurs? Ouais, mais l'IA, mais c'est comme quand Internet est arrivé. Je suis suffisamment vieille pour pouvoir en parler. On en a eu peur. Quand dans l'écoute salariale, on a vu les outils technologiques de baromètre arriver, pareil, on en a eu peur. Parce que l'écoute, c'est un psychologue, c'est passer 2 heures en tête à tête. Enfin, en fait, il y a des risques dans tout. Une tronçonneuse, c'est supra dangereux. Mais si tu utilises une tronçonneuse comme il faut, avec les règles de sécurité, et plus pour couper des arbres que couper des humains, c'est pas dangereux, tu vois? Donc tout est une question d'intention et d'usage, je pense. Alors, avez-vous, on va poursuivre, mais avez-vous des questions à ce stade? Souhaitez-vous réagir? Parce que c'est quand même une vision de la QVT qui est originale. Vous avez des réactions? Vous voulez nous en faire part ou pas? Par chat ou oral, c'est comme vous voulez. Oui, moi je Bon, veux bien prendre la parole. Je ah, ben, suis je vous en Olivia. prie, Olivia, je vous en prie. Oui, moi je m'interrogeais plus sur la partie du coup performance et indicateurs de performance en matière QVT, puisque pour convaincre les directions de mettre des moyens et du budget sur la partie QVT, il faut justement leur prouver qu'il y a des résultats concrets. Donc voilà, est-ce que vous avez, Emmanuel, peut-être un retour d'expérience ou des préconisations en matière d'indicateurs sur ce volet QVT, Super. hormis, je sais pas, le taux de turnover, enfin je sais pas, voilà, avoir des idées, un peu des tips. Ok. Bon, c'est un très très grand sujet et qui est Oui. très très complexe. Donc merci merci de poser cette question. Et à l'occasion, d'ailleurs, on pourrait faire un webinaire rien que sur ce sujet. Il y a des personnes qui sont très très avancées sur la question du pilotage en QVT. Je pourrais vous en recommander un. D'ailleurs, si vous m'écrivez en off, je pourrais vous donner ses coordonnées. Alors, Volontiers. mon regard et mon point de vue là-dessus, encore une fois, qui n'engage que moi, euh, il y a une vraie appétence pour la mesure. Alors, je ne sais pas dire si c'est franco-français ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je trouve ça très intéressant d'avoir déjà ce réflexe, d'avoir des indicateurs pour évaluer les choses. C'est pas évaluer pour évaluer. L'idée, c'est pas juste de dire, ah, nous avons tel pourcentage ou tel score. C'est que on ne peut pas améliorer une situation si on ne sait pas d'où on part. Enfin, c'est du bon sens ce que je suis en train de dire. Euh, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, aujourd'hui, sur les différents plans, pour se demander qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc se demander pour chaque indicateur, celui qui doit progresser, celui qui doit réduire, celui qui doit stagner, parce que c'est OK pour nous. Donc, je suis surtout pas opposée à l'évaluation, et même chez Wunjo, on est les auteurs d'un baromètre hyper innovant qui s'appelle MaQVT et qui fonctionne avec un indice QVT, un taux d'harmonie et un score d'engagement. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas contre. Par contre, la question qui va se poser, c'est quels sont les indicateurs qui vont nous intéresser. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui sur le terrain, c'est que les indicateurs que nous présentent les RH, ce sont des indicateurs RH. Vous avez parlé de taux d'absentéisme, par exemple. Les QSE vont nous parler d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le CSE va nous donner des indicateurs autour du climat social. On en revient à ce que je vous ai dit tout début de notre conférence. Chacun y va finalement avec sa petite fenêtre. Le truc qui m'épate, c'est qu'on n'a jamais d'indicateur de performance opérationnelle. Je,
je rêve et je fais un appel à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous. Si vous avez un tableau de bord de pilotage de QVT avec des KPI d'opérationnel, vraiment d'opération. Je parle de taux de rendement, je parle de taux de rebut, je parle de niveau de qualité de satisfaction client. Envoyez-les-moi parce que du coup, vous me ferez mentir et j'en serai la plus heureuse. Aujourd'hui, on ne regarde la QVT que sur l'angle de la performance sociale et pas de la performance opérationnelle. Or, on est quand même au Congrès international de la RSE. Quand on regarde le petit dessin historique de la RSE, où on va venir coupler les trois natures de performance, la QVT, c'est pas la performance sociale. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de qualité de vie au travail sans qualité du travail, c'est parce que la QVT, elle est au croisement de la performance sociale et de la performance économique, donc opérationnelle. Et en fait, elle correspond au volet de l'équitable dans le modèle de la RSE. En tout cas, c'est vraiment comme ça que nous, chez Wunjo, on la regarde. Bien-être et bien faire sont les deux faces d'une même pièce. Donc, pour répondre à votre question, à mon sens, c'est vertueux de mesurer. Mesurer aujourd'hui, mesurer au fur et à mesure, mesurer demain. Tiens, parenthèse, arrêtons les baromètres qu'on fait tous les 2 ans. Je comprends même pas le délire. Franchement, est-ce que vous étiez la même personne il y a 2 ans? Mais regardez les bons qu'on fait. Est-ce que votre équipe, c'était la même il y a 2 ans? Mais bien sûr que non. Votre boîte, mais bien sûr que non. Vos produits non plus. Un baromètre qui n'est pas fait tous les 3, 4 mois, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une photo à un instant T. Mais je trouve que les échelles sont trop grandes. Deuxième chose, c'est la nature des KPI. Voilà, de bien définir les indicateurs. Et donc, se peut se poser la question de, finalement, quels sont les indicateurs qu'on choisit, parce qu'il peut y en avoir une tonne d'indicateurs. C'est là où j'en reviens à l'une de mes préconisations initiales sur la définition profonde des enjeux qu'on adresse en qualité de vie au travail. Si, quand vous lancez une démarche QVT, vous savez pourquoi vous le faites, ce que j'appelais tout à l'heure les bonnes raisons, les vraies raisons. Si vous savez quels sont les vrais enjeux, les indicateurs qui vont en face, ils sont évidents. Et c'est pas forcément ceux auxquels on aurait pu penser au départ. Je prends un exemple d'une boîte qu'on accompagne, 120 collaborateurs dans l'agro, dans la production. Ils ont défini un indicateur dans le cadre de leur démarche QVT. Donc eux, ils ont 2 gros enjeux et dans les 2 gros enjeux, il y a 3 objectifs. Chaque objectif, on les a déclinés en dispositifs, chaque dispositif en une liste d'actions. Chaque action, elle a ses KPI. On essaie de bien faire notre travail. Et l'un des KPI, c'est le nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui lèvent le doigt pour faire partie des groupes projets qu'ils sont en train de mettre en place parce qu'ils sont en train de passer à un nouveau mode managérial. Ils ont des ambitions énormes. Donc, ils ont décidé de promouvoir la culture du participatif. Et donc, ils ont un KPI, c'est le nombre de candidats pour participer au groupe de travail. Je trouve ça Hmm. hyper intéressant et c'est hyper concret. Et puis, peut-être une dernière chose que je me suis notée pendant que vous posiez la question sur les indicateurs de performance, c'est qu'on a énormément de difficultés dans nos outils, dans nos dashboards, dans nos méthodes de pilotage, à identifier les coûts cachés, le coût de l'inaction. C'est-à-dire qu'on va définir des KPI sur des objectifs à atteindre à partir d'irritants qu'on voit et qu'on mesure. Et on va oublier d'identifier combien ça me coûte si je ne le fais pas. Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? C'est juste qu'est-ce que j'ai à gagner si je le fais. Je trouve que c'est beaucoup comme ça aujourd'hui. Et je trouverais ça très intéressant que petit à petit, on aille aussi sur cette idée de qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je vais perdre si je ne le fais pas. Ça reboucle sur ma petite histoire sur les séminaires de team building de tout à l'heure. Intéressant, merci. Merci à vous pour la qualité de la question, c'est chouette. Une autre question. On a encore un peu de temps, 5 minutes, et puis on fera une conclusion, on tâchera de faire une synthèse. Euh, Avez-vous d'autres réactions? Je me marre parce que je te laisse la faire, la synthèse. Avez-vous d'autres réactions? N'hésitez pas. On est là pour échanger. Euh, Alors, est-ce je ne que... sais pas si vous m'entendez. Si, si, oui, oui, Laure. Bonjour Emmanuel, c'est Laure. Ah, bonjour Laure. J'ai trouvé ton intervention très intéressante. Et c'est vrai que moi, c'est plus une constatation, je partage totalement ta constatation, mais c'est vrai que
on a l'impression que les entreprises, elles fonctionnent beaucoup sur le risque. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, c'est que finalement, c'est en termes de risque qu'elles réfléchissent. C'est-à-dire qu'on va plutôt leur parler de ce qu'elles risquent de perdre financièrement ou de ce qu'elles risquent d'engager juridiquement, qu'on a souvent cette attention. C'est-à-dire que c'est moins sur le gain en termes d'engagement des équipes, même si elles ont conscience de la question de l'attractivité, de la marque employeur, etc. Elles en ont conscience, mais c'est quelque chose qui vient beaucoup plus en secondaire, en seconde main que le risque pur, qui est de dire, OK, mais moi, juridiquement, mais moi, financièrement, qu'est-ce que je risque? Je trouve aujourd'hui que c'est presque dommage que je dirais que le questionnement se restreigne à ça, mais c'est vrai que malheureusement, et je pense que c'est un constat que tu partages, on a vraiment ce point d'achoppement sur la QVT n'intervient qu'en termes de risques et de coûts concrets et de budgétisation, souvent pour les structures. Je suis très alignée avec ce que tu dis, Laure, et puis j'entends l'avocate pas loin quand tu parles de risque. Encore une fois, je peux parler que de ce que je constate chaque jour sur le terrain. On vient nous chercher 9 fois sur 10 parce que on a réalisé un baromètre, une enquête. J'adore le terme enquête. On fait des enquêtes quand les gens, quand il y a quelqu'un qui est mort, mais ils font des enquêtes RPS. Sauf à ce que je me trompe complètement, le R, il veut bien dire risque dans l'acronyme de départ. Mm, mm. Donc, Oui, du coup, nous, on s'amuse beaucoup à dire il faut augmenter les RPS parce que nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut augmenter les ressources psychosociales. On pique ça, alors je ne sais plus si c'est à Yves Clos ou à Christophe Desjours, mais bon, en tout cas, ça nous amuse beaucoup. Euh, En fait, génétiquement, historiquement, la QVT, c'est une émanation des RPS, enfin, une émanation. C'est une prolongation, c'est une amélioration. c'est ça. On appelle ça comme on veut. Mais donc, du Mm. coup, ça veut dire que nativement, dans l'ADN de la qualité de vie au travail, on part d'une culture du risque de où est-ce que ça fait mal, où est-ce que le travail est pathogène, et j'ai envie de dire tant mieux. C'est hyper important de préserver l'intégrité physique, psychologique et sociale des collaborateurs et des collaboratrices. Sauf que à fonctionner comme ça, on ne met en place des démarches d'amélioration continue, enfin des démarches QVT, que pour de l'amélioration continue. Donc de l'amélioration, qui dit améliorer, dit qu'à la base, ça va pas. Si mon couple il fonctionne, je vais pas demander à mon mec de s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un mindset de départ qui est capé, risque, difficulté, et donc avec l'énergie de la contrainte, Laure, avec, avec la dimension réglementaire, avec le droit du travail, mais là, on est au congrès de la RSE. La RSE, c'est une démarche volontaire de la part des organisations. Il n'y a aucune contrainte. Nous, en qualité de vie au travail, on a 2 accords nationaux interprofessionnels qui sont tout sauf des contraintes. On a quand même la loi santé-travail qui nous a un peu accéléré les choses en renforçant les obligations de prévention, et notamment de PDP, de prévention de la désinsertion professionnelle. Mais il y a quand même très peu de caractère obligataire dans la qualité de vie au travail. Donc ça veut dire que je pense qu'on se retrouve dans 5 ans pour dire, voilà, très Patrick Bruel, on se retrouve dans 5 ans, et comment ça a bougé? Donc sur la place des grands hommes, n'est-ce pas? Sur cette jolie place toulousaine où est installé le Congrès international de la RSE. J'espère que dans 5 ans, on pourra se dire, on est passé d'une culture du risque à une culture du risque et de la vertu, avec une vision beaucoup plus équilibrée, encore une fois, avec du rouge, du orange et du CTLM, enfin du vert, quoi. Ok. Alors, on arrive au terme, j'essaye de respecter les horaires, vous le savez, de notre congrès et de la session en cours, là. Euh, Si on avait à résumer en 3 mots, alors, Emmanuel, T'es gonflé, hein, quand même, Anne-Marie. non, Je vais te la donner, la conclusion. tu sais, tu m'as parlé de culture humaniste, managériale. Mm. Ces 3 mots, c'est ça que tu voulais nous dire. C'est-à-dire que là, le QVT est plus une culture, un état d'esprit, Oui. qu'une démarche ou un projet ou un baromètre ou voilà. L'idée, ça serait que le bien-être au travail, ça soit plus un objectif, mais que ça soit une conséquence. Que les managers, ça soit plus des chefs d'orchestre, mais ça soit comme des jardiniers d'un collectif. Que toutes les innovations technologiques qu'on met en place dans la QVT, elles amplifient la conscience humaine et qu'elles ne la remplacent pas.
Ça serait de faire en sorte que la QVT, ça soit plus l'affaire d'un service, mais que ça soit une œuvre collective. Que profondément la QVT elle soit ancrée dans la stratégie et dans l'hyper-opérationnel, qu'on réinvente en fait le rapport au vivant dans nos organisations en mettant un mot qui est très cher à un ami qui s'appelle Régis, en mettant de l'amour dans nos organisations et dans nos relations. Eh bien, belle conclusion, merci Emmanuel. Il y a ta collaboratrice Amandine qui nous a mis tous les liens sur les conférences ou toutes les parutions que vous avez pu faire à la fois sur LinkedIn et YouTube. Merci beaucoup et bah, on aura presque envie de collaborer avec tous les intervenants cette année, hein. Ça va être bien, hein. On va avoir de quoi faire et j'espère qu'on va enrichir l'écosystème de RSE conseil aussi pour justement accompagner tous nos clients potentiels. Merci en tout cas. Merci Anne-Marie pour tes questions et Merci ta à vous guidance. tous. Merci à toutes et à tous.